Donc aujourd'hui, on va parler d'ASP.NET Web API. On va voir à quoi ça sert. Je vais mettre l'agenda, ce sera mieux. On va commencer par parler globalement de REST et de l'architecture REST et à quoi servent des API. On va voir, je vais vous faire en fait une introduction à ASP.NET Web API. Je vais vous montrer comment ça marche, comment créer vos API. Et ensuite, je vais plutôt m'intéresser à des points plus avancés, en gros, qu'on ne voit pas forcément dans des tutoriaux de bas niveau, mais qui, à mon sens, sont des points importants ou qui doivent être considérés comme importants lorsqu'on choisit d'utiliser telle ou telle techno pour écrire et créer une API REST. Donc, la négociation de contenu, le routage par attribut, donc ça, c'est des features d'ASP.NET Web API. La partie client, puisque ASP.NET Web API, on a aussi une librairie cliente qui est intéressante. Faire des requêtes batch. Donc, et générer de la documentation. Donc c'est vraiment différentes facettes d'ASP.NET Web API que je vais essayer de vous présenter ce soir. Et puis après tout ça, donc on aura des pizzas. Vous avez compris. Voilà. Donc j'espère vraiment qu'au moins, à défaut, même si vous n'utiliserez pas ASP.NET Web API, parce que c'est quand même une technologie qui est très récente, au moins vous la connaîtrez, vous pourrez la considérer par rapport à WCF, lorsque vous choisissez d'utiliser une nouvelle technologie sur un nouveau projet pour mettre en place des services. Donc on va commencer par parler de REST et des API, globalement. Donc ceux qui étaient là à la dernière présentation ASP.NET MVC, pour cette première partie, j'ai repris les mêmes slides, sauf que je vais un peu plus pousser. Donc REST, qu'est-ce que c'est? En fait, REST, c'est un style d'architecture qui est basé notamment sur HTTP. En gros, écrire une API REST, c'est écrire une API où on va exposer des ressources qui sont identifiables par une URI, c'est-à-dire une adresse spécifique, et ces ressources, elles pourront être adressées par des verbes HTTP. C'est-à-dire que pour chaque ressource, je pourrais soit la récupérer, soit l'altérer, la supprimer, je pourrais créer une nouvelle ressource, etc. Ça, c'est REST, donc un style d'architecture très global. Pourquoi est-ce qu'on fait des API? Assez simple. Maintenant, en 2014, on a beaucoup de clients, des clients vraiment différents. On peut avoir une application lourde, une application web, on peut avoir une application mobile, tablette, on peut avoir des applications web de type SPA, donc ces applications très riches avec beaucoup de JavaScript. Bref, on se retrouve à avoir des données qu'il faut exposer à l'extérieur de son organisation, parce que potentiellement, on veut aussi que les utilisateurs qui ne font pas partie de nos organisations puissent eux-mêmes créer des nouvelles applications en consommant nos données. Pas forcément. Bref, des API, ça peut servir finalement à standardiser, et c'est le but de REST, des échanges. Bonsoir. Donc à standardiser tous ces échanges-là et à ouvrir des données au plus grand nombre. Donc quand on bosse sur une API REST, on a trois règles principales, c'est ce que je disais en préambule tout à l'heure. L'URI, c'est vraiment, on va vraiment chercher à exposer une ressource, que ce soit des produits, des clients, des tweets, si vous bossez chez Twitter. D'ailleurs, si vous regardez leur API, on voit vraiment qu'il y a une logique, et c'est le plus important dans une API REST, c'est la logique de construction et de l'exposition des données. On a un verbe HTTP, donc ce get, ce post, ce delete. Donc, si vous ne connaissez pas les verbes HTTP, pour ceux qui n'ont pas forcément fait de web, en gros, on peut... Quand vous êtes dans le navigateur et que vous tapez une adresse dans la barre d'URL en haut, vous faites un get sur une ressource. Quand vous soumettez un formulaire, il y a deux choix, soit vous pouvez le soumettre en get, soit généralement vous le soumettez en post. Tout ça, c'est dans le protocole HTTP, donc on utilise des verbes HTTP. Il y en a, les plus courants, c'est get et post, donc, mais on en a d'autres qui sont delete, qui sont patch, put. Donc à chaque fois les noms se suffisent à eux-mêmes, c'est-à-dire que post, on crée une ressource, delete, on supprime une ressource, put, on va modifier une ressource. Donc alors pour modifier une ressource, en fait, il y a une petite subtilité, il y a deux écoles, il y a le put et le patch. À savoir que théoriquement le put remplace une ressource, alors que le patch met juste à jour une ressource en faisant un diff en fait entre deux versions de la ressource. C'est pas exactement pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le head, qui permet de faire une requête HTTP, d'obtenir une réponse, mais qui ne contiendra pas de corps, mais uniquement des entêtes, et potentiellement des entêtes personnalisées. Ça permet d'avoir un message plus léger qui s'échange. Et on en a quelques autres, des verbes HTTP, mais en tout cas, c'est ceux-là les plus utilisés, et c'est ceux-là qu'on va voir aujourd'hui en démonstration.
Et enfin, la dernière chose super importante, la réponse HTTP. C'est-à-dire qu'une ressource, si on cherche à la récupérer, il faut qu'elle ait une représentation. Si par exemple je récupère un produit, il faut que ce produit il ait été sérialisé dans une manière que je peux comprendre, une manière intelligible. Que ce soit du XML, du JSON, une sérialisation binaire potentiellement, du texte plein ou autre. Mais c'est important d'avoir cette sérialisation et surtout de savoir quelle est la réponse qu'on va me renvoyer, quelle est la sérialisation utilisée dans cette réponse. C'est ce qui fait que le dialogue est possible. Alors deux petits slides avec des graphiques ou des petits trucs un peu rigolos. Ce premier ici, c'est pour montrer en fait le SOAP, la perte de terrain de SOAP en quelques années, même si il n'est pas forcément à jour puisqu'il date de 2011. On voit que REST en fait a grossi, c'est-à-dire que même s'il était utilisé principalement au début pour créer des API grand public, maintenant même en interne, on peut l'utiliser pour échanger des données parce qu'il est beaucoup plus léger ou il peut être beaucoup plus léger que SOAP. En tout cas, il y a d'autres alternatives, mais il permet de garder ce côté interopérable tout en réduisant le volume de données qui s'échange. Bon, un autre petit slide ici qui est rigolo, qui vient d'une présentation de Scott Hanselman, avec des... Enfin, c'est juste le mot qui m'a fait marrer, c'est les Rastafari. Le monsieur à gauche. Voilà. Et on va regarder un peu plus le concret, donc toujours sur les généralités sur REST. Quand je veux, à partir d'une donnée, récupérer un produit, donc c'est l'exemple dont je parlais tout à l'heure, le plus important c'est l'URI, l'identification de ma ressource, à savoir son adresse. Ici on voit que l'adresse a été pensée assez intelligemment pour classer, donc là apparemment c'est un site avec des livres, en tout cas une collection de livres. Donc si je veux récupérer un livre, je vais dans /livre /3, l'identifiant de ma ressource. C'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est le verbe. Si je veux récupérer un produit, je vais faire un get. Techniquement, il n'y a rien qui m'empêche d'implémenter mon API pour récupérer un livre en faisant un post. Après, c'est juste, on va dire, une forme de logique dans la conception. Faire un delete pour récupérer quelque chose, déjà, je ne suis pas sûr qu'au niveau du standard, ça soit vraiment très propre de renvoyer un body dans une réponse suite à un delete. Mais ça sera en tout cas super bizarre pour le consommateur de l'API. Ça ne serait pas naturel. Un deuxième exemple, celui dont je parlais tout à l'heure, pour créer un livre, mon URI, donc là j'ai le cas du /livre /créer, mais je pourrais très bien faire uniquement un post sur /livre, parce que ça serait finalement assez parlant si on part du principe que le post sert à créer une donnée. Et on rappelle ici donc les verbes dont j'ai parlé tout à l'heure, put, delete, patch et add, et qu'on va voir en exemple. Lorsque j'ai parlé de la sérialisation de données, j'ai évoqué donc des formats de données, à savoir JSON, à savoir XML. En fait, généralement dans une API, ce qui est intéressant, c'est vraiment, peu importe le client, de pouvoir demander le type de données, pouvoir plutôt dire « je veux communiquer avec toi en utilisant telle langue ». Pour faire ça, dans le protocole HTTP, on a un header, qui est utilisable dans les requêtes, qui est le header accept, et qui peut prendre plusieurs valeurs. Donc par exemple, l'application JSON, si j'envoie une requête à mon API, avec cette entête accept ici, j'ai plusieurs possibilités, mais la plus simple, c'est uniquement de mettre application JSON. L'API va me répondre avec des données qui sont formatées en JSON. À l'inverse, si je lui envoie application XML, elle va me répondre avec des données formatées en XML. En gros, c'est dans la conception d'une API REST, c'est cette entête qui sert à définir le format de données pour l'échange. En fait, ce n'est pas uniquement cette entête-là, c'est aussi l'entête content type. Notamment quand on poste des données, on va lui dire que les données, c'est du JSON, donc on va rajouter l'entête content type application JSON. Je vais nuancer légèrement mon discours. Ça, c'est, on va dire, le cas le plus simple. En pratique, l'entête accept, et d'ailleurs, si vous prenez un outil de debugging comme Fiddler, que vous allez sur Google, vous verrez qu'en fait, votre navigateur Internet, il envoie une entête accept, mais pas avec uniquement une valeur, potentiellement avec plusieurs valeurs. En fait, chaque valeur peut potentiellement être liée à un poids, et le serveur est capable d'interpréter ce poids-là pour chaque considération. Par exemple, vous avez l'application JSON avec un poids n, l'application XML avec un poids n mais plus faible que le premier.
si le serveur ne supporte pas JSON, il va quand même se dire, bah, le client veut aussi du XML, c'est son second choix, mais je le supporte, alors je lui renvoie du XML. Généralement, c'est plutôt ce genre d'API REST-là qu'on va privilégier. Et c'est quelque chose que ASP.NET Web API sait faire. Et ce processus-là, on l'appelle donc la négociation de contenu. Juste avant de continuer, donc là on a vu en fait les bases, en gros les principes généraux d'une API REST. Ce qu'il faut savoir, après c'est uniquement de la mise en œuvre avec ASP.NET Web API. Je vais juste vous parler un petit peu d'ASP.NET Web API. Actuellement on est en version 2.1, c'est-à-dire que la version 1 d'ASP.NET Web API est sortie avec ASP.NET MVC4 en même temps. En fait à la base, quand on était en .NET et qu'on voulait faire un service REST, on utilisait soit du WSF avec des bindings un peu particuliers, soit on pouvait utiliser un autre produit qui s'appelait WSF REST Service ou un truc comme ça, un truc un petit peu obscur qui était un peu qui faisait pas vraiment partie de WSF, qui était un peu à part. Et avec l'arrivée de ASP.NET MVC, en fait, ce framework a un peu évolué. Ils l'ont pris, ils l'ont refactoré un peu, ils lui ont fait avoir la même tête qu'ASP.NET MVC. Et au moment de la sortie d'ASP.NET MVC 4, ils l'ont renommé en un ASP.NET Web API et il a été livré avec. Ils sont sortis en même temps. Donc depuis, ça a pas mal évolué. C'est quelque chose qui est très ouvert à la communauté, puisque actuellement, on en est à la version 2.1 donc. La version 2 est sortie avec ASP.NET MVC 5 avec la sortie de VS 2013, donc il y a quelques mois. Et surtout, il y a beaucoup de modifications qui ont été intégrées dans le framework qui viennent de la communauté. C'est-à-dire que vous allez sur Codeplex, vous pouvez regarder la liste des features, vous pouvez proposer des choses, vous pouvez faire des packages, et eux, ils risquent potentiellement de les intégrer dans les prochaines versions. C'est en tout cas ce qui s'est passé, on en reparlera dans la version 2. Et donc actuellement, la version 2.1, qui est vraiment toute récente, qui est aussi sortie avec la dernière update de MVC 5, qui apporte quelques nouveautés dont on parlera ici. Donc, puisque je vous ai parlé d'ASP.NET MVC et que je vous ai parlé de ASP.NET Web API, on peut se poser la question en tout cas du choix entre les deux. Pour ceux qui ont déjà fait du MVC, vous savez que une action MVC peut retourner une vue, donc du HTML, mais peut retourner du JSON, du XML. Donc pourquoi choisir de partir sur une Web API plutôt que ça? En fait, il faut considérer tout dépend de son application. C'est-à-dire que si je veux faire uniquement une API REST, c'est-à-dire une couche de service, je vais privilégier Web API. Par contre, si dans un site web, je vais avoir des pages qui doivent réagir à des actions particulières en Ajax, donc en faisant transiter du JSON et autres, je ne vais peut-être pas déporter ces actions-là dans une Web API à côté, mais je vais peut-être les garder dans mes contrôleurs à moi ou dans d'autres contrôleurs, mais des contrôleurs qui me retourneront du JSON. La nuance, elle est là. Donc pour bien résumer, j'ai ces deux choix-là. Soit je suis dans le contexte d'une application MVC, et je peux continuer à utiliser des actions MVC pour exposer du JSON. Je n'aurai pas toutes les fonctionnalités intéressantes de Web API, mais c'est pas grave, ça suffira normalement à mon besoin. Soit je fais vraiment une API complète, exposée à des clients tierces, et pas forcément à mon application à moi. Dans ce cas, je vais plutôt faire du Web API. Sachant que les deux ont un modèle de programmation très proche. Tout à l'heure, quand j'ai fait l'historique de Web API, je parlais du fait qu'il y ait ce refactoring-là pour faire ressembler leur modèle. En fait, si on ouvre avec Reflector ou un autre outil, si on ouvre les DLL de MVC ou des Web API, on va voir qu'il y a énormément de ressemblances dans l'organisation du code, c'est-à-dire dans les espaces de noms, mais aussi dans le nommage des classes. En fait, en s'intéressant encore plus profond dans la manière dont sont constitués les tuyaux, et il y a un diagramme assez intéressant à ce sujet-là, on verra que c'est des modèles internes qui sont complètement différents, qui ont un mode de traitement des messages qui est complètement différent, mais que pour l'expérience du développeur, les deux ont été faits de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des contrôleurs, il y a des actions, il y a des filtres, il y a des routes, tous les deux sont pareils. La seule nuance pour le développeur, c'est les espaces de noms. Au lieu d'être système web MVC, c'est système web HTTP. Les DLL sont un petit peu différentes, on en reparlera peut-être, si on a le temps. En tout cas, juste pour voir, en gros, la DLL principale, c'est système web HTTP.
on en a d'autres secondaires, comme WebHost, parce qu'une des features de Web API, dont on ne parlera pas ce soir, mais c'est de pouvoir être hosté séparément. C'est-à-dire que je peux très bien avoir une Web API qui est hostée dans une appli console. C'est-à-dire qu'il serait capable de démarrer un serveur HTTP, de répondre à des requêtes, sans passer par 2IS. Et même sans être hosté dans un site web ASP.NET. C'est une possibilité de Web API. Et ça va d'ailleurs, ça a été fait même avant les principes de Win, pour ceux qui connaissent ça. Et donc pour compléter cette slide, un exemple de contrôleur Web API. Vous voyez, c'est un exemple très simple. J'ai un contrôleur qui dérive d'une classe de base de Web API, donc l'équivalent du contrôleur MVC. Je fais mon action, qui a un nom, un type de retour. Là, c'est c'est une des différences et une des plus importantes avec MVC, c'est que mon type de retour ici, il est fortement typé. On en parlera après, mais un des avantages de MVC, mais aussi de Web API, c'est de pouvoir simplifier l'écriture de tests unitaires. Et le fait d'avoir des actions qui sont comme ça, c'est super simple à tester unitairement, parce qu'en un coup d'œil, je vois le type de retour. Je n'ai pas à fouiller une grappe d'objets pour essayer de regarder des états un peu bizarres. Mon API, ici, elle sait faire abstraction de la sérialisation de données. C'est-à-dire que je ne vais pas tester du JSON, je ne vais pas tester du XML, je vais vraiment tester mes objets à moi. Le fait qu'un formateur de données sait formater tel objet en JSON ou sait formater tel objet en XML, je ne vais pas le tester. Normalement, ça marche. Le code a été livré par des gens très compétents. Par contre, je vais tester mon code à moi, qui est capable de faire une action métier et me retourner des objets qui me sont propres. Une déclaration de route. Donc, encore une fois, si vous avez fait du MVC, ou ceux qui étaient là la dernière fois, on en avait parlé. Le principe d'une route MVC ou Web API, c'est que j'ai une URL, j'ai des paramètres dedans qui sont récupérables dans mes actions. Typiquement, le contrôleur ici, en fait, c'est ce qui va permettre au mécanisme interne de MVC ou de Web API de retrouver cette classe-là. L'ID, ici, j'aurais pu le prendre en paramètre, on va voir tout ça. C'est quelque chose qui a beaucoup changé dans les dernières versions de Web API. Et on va voir ça dès maintenant, avec les premières démos. Hop. Donc ici, je suis sur un VS 2013. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'utiliser 2013 encore, il faut savoir qu'ils ont fait une modification de taille avec ce qu'ils appellent One ASP.NET. En gros, on n'a plus des projets séparés pour chaque type d'application comme c'était avant. On se retrouve avec un sélecteur global qui va nous ouvrir finalement cette pop-up-là et qui nous permet de préciser notre choix. L'intérêt, c'est de pouvoir se dire que je peux utiliser rien du tout. Et dans ce cas, je vais potentiellement avoir quelque chose qui n'a aucun lien avec 2IS, qui est vraiment le plus vite possible. Ou alors d'utiliser du MVC, ou alors du Web API. Donc dans ce cas, j'ai MVC plus Web API. Ou alors je pourrais dire que je veux faire du SPA, mais que je peux mettre du webform dedans. Je peux faire mon petit marché. Bref. Nous, on va faire une appli Web API. Ça va nous servir de socle pour les démos qui vont suivre. J'ai aussi coché la partie test unitaire, puisque je vais en parler. C'est vraiment un intérêt majeur de la plateforme. Voilà. Donc c'est toujours un peu long. Pour ceux qui étaient déjà là la dernière fois, j'en ai déjà parlé. On voit ici en fait qu'il y a... C'est basé, le template de projet est basé sur Nugget. Même s'il est plus léger qu'ASP.NET MVC 4, il va quand même chercher beaucoup de dépendances. D'autant plus que j'ai choisi de créer un site ASP.NET MVC et un site et d'incorporer Web API à l'intérieur. Donc il a été me chercher une paire de choses. Beaucoup moins que ASP.NET MVC 4 quand même. Mais bon. Donc rapidement, l'anatomie d'un projet Web API, c'est qu'il n'y a aucune différence avec un projet ASP.NET MVC en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir des contrôleurs. De base, il en a créé un qui est le Values Controller. C'est celui que j'avais mis en exemple dans les slides. Il l'a mis ici dans ce répertoire contrôleur, mais il n'y a absolument aucune obligation. Il aurait pu le mettre à peu près n'importe où, à la racine, dans modèle, peu importe. En fait, il utilise uniquement de la réflexion. Donc, il va chercher, quand je vais taper /API/values, il va chercher une classe qui s'appelle Values Controller. Encore une fois, on va dire que c'est le comportement de base. On verra que ça peut changer. Le reste, c'est la seule classe propre à ma Web API. Si jamais j'avais choisi de ne pas être hosté dans un site web, donc faire du self-host, le truc dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, j'aurais eu rien de tout ça, uniquement cette classe-là et un petit starter qui lance un HTTP listener, donc mon petit serveur HTTP, et qui configure cette route, ce contrôleur-là, et c'est tout. Et dans mon appli console, finalement, ça aurait pu marcher, ça aurait posé aucun souci.
Le reste, vraiment, c'est que du MVC. Donc, on va déjà tester. Je vais juste désactiver ça parce que ça va nous embêter un peu. Je vais juste lancer l'application. Alors, pour faire mes premières démos, je vais utiliser Fiddler. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde doit connaître, c'est un petit outil, un débugger HTTP qui est super pratique, qui est un peu brandé Telerik maintenant, mais bon, qui reste très bien. Je ne sais pas ce que c'est, donc non. Voilà. Donc ici, mon site web, il est hosté automatiquement dans 2IS Express. On peut l'hoster sur 2IS normal, mais c'est pas grave, on va rester sur 2IS Express. Et je vais commencer par faire un get. Donc, la première particularité d'un contrôleur Web API, qui est très importante, c'est qu'il dérive de cette classe-là, API Controller. En fait, elle va wrapper pas mal de choses intéressantes sur la sérialisation, et elle va nous donner beaucoup de méthodes helper pour créer des réponses un peu plus personnalisées. On va voir ça très bientôt. On voit ici que j'ai plusieurs actions. En fait, j'en ai des actions de base, même si ce n'est pas toujours vrai, c'est des méthodes dans un contrôleur. On voit que j'en ai deux qui s'appellent get, donc logiquement deux qui vont réagir au verbe get. D'ailleurs, ils nous ont mis des petits commentaires là. Une sur un post, donc la création d'un élément, une sur un put et une sur un delete. Je vais juste tester celui-là, et après on va partir dans la création d'une API vraiment custom. Pour pouvoir tester ça, l'idée c'est de faire un get sur la bonne URL qui va nous permettre d'appeler ça. J'ai parlé des routes tout à l'heure. Si vous vous rappelez de la presse de SPNet MVC, je vous avais montré ce fichier-là qui contient finalement la liste des routes utilisées pour les pages SPNet MVC. En tout cas, les actions SPNet et les contrôleurs SPNet MVC. Pour Web API, c'est plus ou moins pareil, sauf qu'on a ce petit fichier ici, qui est différent à la base, et qui contient ça. Donc la méthode n'est pas la même, parce que ce n'est pas exactement le même type de route, et on voit que de base, les routes par défaut sont préfixées de API. Il n'y a absolument rien d'obligatoire là-dessus, on peut enlever ce API. Mais en tout cas, moi, si je veux appeler cette méthode-là, je dois donc faire un get sur un contrôleur qui s'appelle values. Et vu le pattern de route, il faut que je mette en gros API/values. Et moi, je n'ai pas besoin d'ID, donc ça devrait marcher. Donc j'essaye ici. Je fais mon get, execute. Visiblement, j'ai bien un code 200, donc c'est plutôt pas mal. Et apparemment, j'ai bien mon tableau de valeurs. Nickel. Donc il m'a répondu en JSON. Parfait. Pourtant, si je regarde dans ma requête, j'ai pas de header accept, le truc dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est juste que par défaut, son formateur, en fait, il travaille avec une liste de formateurs. Donc c'est ce qui sait interpréter un mot clé, un header, pardon, accept ou content type. Il en a 4 de base, ou 5 maintenant, et qui sont JSON, XML, les formes data, donc vous savez quand on soumet un form en post basiquement. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il en a un tout nouveau qui est pour Bison, donc cette espèce de JSON binaire. Et de mémoire, il y en a un cinquième, mais ça m'échappe, c'est pas très grave. Donc on voit également aussi que les applis Windows 8, ça fait plein de trafic. Si je veux tester ce mécanisme de négociation de contenu, donc, mais en demandant autre chose que du JSON, je peux rajouter mon header accept et demander du XML, par exemple. Si je réexécute ma requête, on voit ici dans ma réponse que je n'ai plus de JSON, mais j'ai bien du XML. Je me retrouve bien avec ça. La négociation de contenu, c'est lui qui l'a masqué. C'est-à-dire que moi, enfin, pas moi, mais la personne qui a créé ce template ici, elle a fait une action qui renvoie une collection de chaînes de caractères, c'est tout. Et automatiquement, en interne, SPNet Web API, c'est prendre une requête HTTP, analyser les headers de cette requête, potentiellement repérer le header accept, et déterminer le meilleur type de retour pour cette requête. À savoir, là, je vais demander explicitement. La première, je n'avais rien demandé, donc il m'a pris son truc par défaut, c'est JSON. Là, j'ai demandé explicitement du XML, il m'a renvoyé du XML. C'est vraiment le premier point important et qui est intéressant dans les Web API, c'est qu'il nous masque cette complexité-là. On en reparlera après, on verra que c'est extensible. Je vais arrêter mon debug, et puis on va se lancer dans la création de notre propre API à nous. Donc pour faire ça, on va essayer de faire un vrai exemple qui renvoie des données. Alors je suis pas sympa parce que je n'ai pas préparé mon exemple avant, donc du coup,
je vais essayer de le faire en mode propre, c'est-à-dire en utilisant l'injection de dépendance, avec une vraie API qui utilise un service qui sera injecté. Comme ça nous permettra vraiment de voir la chaîne de bout en bout sur l'écriture du test unitaire, sur la mise en place d'un IOC, ça sera assez rapide, mais surtout, on aura vraiment un cas d'usage réel où on pourra adresser plusieurs actions et voir l'état évoluer. Je vais juste me faire une classe product aussi. Donc, une API toute bateau pour manipuler une liste de produits. Hop, hop. Un produit, ça va être tout simple, un ID, un name, ça suffira. Donc, ok, on va rajouter d'ailleurs un booléen sur les produits en avant. Ah. Voilà. Et donc ici, mon service, il va tout simplement me renvoyer un produit, enfin une liste de produits, et je vais aussi mettre l'insertion d'un produit. Voilà. C'est un PC tout neuf, donc c'est pour ça que j'ai encore plein de raccourcis qui sont pas setés, donc ils promptent beaucoup. Vous noterez aussi le rose, je suis désolé pour les interfaces, c'est peut-être pas visible, mais c'est pas mon PC, c'est le PC d'une fille, et elle a choisi d'avoir ses interfaces en rose. Je ne l'ai pas changé, mais bon, j'aurais peut-être dû. Mon petit service, en fait, je vais juste lui faire maintenir une liste de produits en background. Ça nous permettra finalement de pouvoir adresser des API pour ajouter des produits et pouvoir refaire des requêtes derrière pour les récupérer. Ce sera un petit peu plus parlant comme exemple. Hop, c'est presque fini. Voilà. Voilà, donc j'ai mon petit service. Pour faire de l'injection de dépendance, c'est assez simple. Alors je vais commencer par créer mon contrôleur. Alors il y a des petites extensions Shell Visual Studio qui peuvent permettre de créer des choses un peu plus rapidement. Ça ne sert pas à grand chose puisque ça recrée le values controller à chaque fois. C'est possible qu'il y ait des choses pour utiliser pour ceux qui connaissent SPNet MVC, pour utiliser les T4 qui utilisent Entity Framework directement derrière. On ne va pas faire ça parce que je ne suis pas fan forcément de la méthode. Et puis ça ne va pas nous apporter grand chose aujourd'hui. On va vraiment partir dans l'écriture nous-mêmes du contrôleur. Voilà. Donc je vais faire ça, je vais enlever l'autre. Hop. J'ai mon contrôleur et je vais juste prendre mon petit service en paramètres. Voilà. Et l'idée donc c'est que j'ai une API qui m'expose de la même manière que dans l'exemple de tout à l'heure on avait une collection de chaînes de caractères. Cette fois-ci on va avoir une collection de produits. Sachant que ça sera tout simplement ça. Ce sera déjà un bon point de départ. Hop. Juste pour finir avec ça, pour faire l'injection de dépendance, en fait, il y a un mécanisme qui s'appelle le Dependency Resolver. Encore une fois, pour ceux qui connaissent SPNet MVC, il y a le même mécanisme. Disons qu'en apparence, il y a le même mécanisme. En pratique, ce n'est pas le même derrière, ce n'est pas les mêmes implémentations. Donc le Dependency Resolver de SPNet MVC ne s'utilise pas avec Web API. Il en faut deux différents. Mais de toute façon, ce n'est pas quelque chose qu'on code soi-même. En général, on utilise des implémentations toutes faites. Donc tout dépend de la librairie d'IOC que vous choisissez d'utiliser. Dans le cas de Unity, c'est celui que je vais prendre ici, il contient des packages déjà tout faits, tout prêts. On voit ici en plus que celui-là il est assez récent, puisqu'il est déjà basé sur la dernière version de Web API, et il contient toute la tuyauterie dont il y a besoin pour brancher finalement un conteneur IOC à mes contrôleurs Web API. En gros, pour ceux que ça intéresse, dans le principe, c'est qu'on a une factory de contrôleurs à un moment, plutôt que de simplement faire un activator pour un create instance, donc de faire appel à un potentiel constructeur vide sur la classe, et ben on va aller demander au conteneur IOC de nous fournir une instance du contrôleur.
Et donc automatiquement, en demandant ça au conteneur IOC, il sera lui capable d'aller regarder les services qui ont été enregistrés. Donc dans le cas Unity de ce petit package-là, il m'a rajouté un fichier de configuration, pardon, ici. Je vais simplement enregistrer mes services. Hop, product service. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Web API, c'est juste Unity. Et ça va être un singleton pour que notre liste de produits soit conservée. En fait, un contrôleur, il est instancié à chaque requête. C'est-à-dire que ce n'est pas un singleton, mon product contrôleur, il va être réinstancié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle requête, dès que je ferai un get. Donc ici, c'est super important, dans mon cas, si j'ai un service qui maintient sa liste de produits en interne, de l'avoir en singleton, pour que ce soit tout le temps la même instance qui soit passée aux différents contrôleurs. Sinon, je me retrouverai à chaque fois avec une nouvelle liste de produits. C'est super important de savoir ça. Parce que du coup, on est vraiment dans un modèle où il n'y a pas de sauvegarde d'état. C'est comme ASP.NET MVC par rapport à Webform. On est vraiment à chaque fois un contrôleur tout neuf et qui n'a rien conservé de l'état précédent, même si ici, dans mon contrôleur, je set une variable privée et que dans une action, je mets quelque chose dedans, et à la prochaine requête, ça sera perdu. C'est super important. Voilà. Dernière chose ici, je vais juste appeler sa méthode là, qui va s'appeler UnityConfig. Il veut quoi? Il veut rien. Nickel. Voilà. BuildFade, merveilleux. Pourquoi? Ok, super. Bon. Je pense que ça marche. On va voir ça. Donc là, j'ai créé mon nouveau contrôleur. Donc ça ensemble. Voilà. Hop, on va le cacher. J'ai créé mon nouveau contrôleur, j'ai mis une action get dessus qui me permet de récupérer une liste de produits. Hop, on va enlever tout ça. Je vais essayer. Donc logiquement, la route de base, elle est toujours présente. Elle avait un template pour mémoire qui prenait le nom d'un contrôleur ici. Donc logiquement, si je ne vous ai pas dit de bêtises, si directement je tape product ici, je fais un get sur API/product, et je devrais récupérer ma liste de produits. On va voir si ça marche. Hop, apparemment, ouais. Je peux aller dans mon inspecteur ici. Apparemment, j'ai beaucoup de choses. Alors, j'avais toujours mon accept de tout à l'heure qui traînait. Mais du coup, j'ai bien récupéré mes deux petits produits que j'avais créés dans mon service tout à l'heure. Si j'enlève ça ou si je mets JSON, dans le composer, ça sera mieux. JSON. Hop. Bien, ça marche aussi. Sauf que cette fois-ci, c'est du JSON. Donc, créer mon nouveau contrôleur, ma nouvelle API, ici, ça a été assez rapide. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qu'on a fait. Ça peut aider. Ici, je l'ai appelé get. En fait, dans la sélection, il y a un mécanisme de sélection de méthodes, de sélection d'actions qui est assez similaire à celui de ASP.NET MVC. Mais pour Web API, ce qui compte finalement, si jamais j'ai deux méthodes ici, pour savoir laquelle il doit choisir quand il reçoit une requête, il va regarder, par exemple, le nom de la méthode. Est-ce qu'elle s'appelle get? Mais, en fait, il va regarder ce qui préfixe la méthode. Est-ce que c'est get quelque chose? Par exemple, si je fais ça, donc ça met toujours mon buildFade, mais je ne sais pas pourquoi. Ah oui. En fait, c'est le projet de test unitaire qui contient des erreurs. On va l'enlever. Hop. Voilà. Donc si je relance ça, je refais ma requête. Donc souvenez-vous, j'ai renommé ma méthode get en getProduct, mais pourtant ça marche toujours. Parce que lui, ce qui compte, c'est vraiment que le nom de la méthode soit préfixé par get. Donc c'est de la convention. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément la convention, mais ça peut se comprendre, ou qui ont envie d'avoir un nom de méthode qui est différent. Par exemple, parce qu'ils programment en français. Ça arrive. Du coup, ça peut quand même marcher, en faisant ça. Parce que le verbe récupérer dans la norme HTTP, ça n'existe pas. Donc du coup, on peut lui dire quand même que cette méthode-là, elle doit réagir au verbe get. Si je relance, je vais même mettre un point d'arrêt pour vous prouver que je ne vous mens pas. J'exécute ma requête. Hop, ici, je break bien. Ça marche aussi. Donc premier point de mystère élucidé.
il faut appeler soit sa méthode du nom du verbe auquel on veut réagir, soit le préfixé du nom du verbe, soit utiliser un de ses attributs. Alors je vous ai montré l'exemple d'HTTP GET, en fait il y a HTTP à peu près tout ce que vous voulez, delete, put, etc. Super important, parce que je viens de le voir grâce à ReSharper, si je fais HTTP put, on voit qu'il m'en propose deux. J'ai parlé des namespaces tout à l'heure, il faut faire super gaffe à mettre le bon. C'est-à-dire que là, bon, c'est l'interface de ReSharper qui est comme ça, en plus vous ne devez rien voir de loin. Là, il ne me met pas le namespace derrière parce que j'ai déjà un namespace, un using ici qui est system web HTTP. Ici, j'ai system web MVC. C'est-à-dire qu'en fait, on a le même attribut qui existe aussi, mais du côté d'ASP.NET MVC. Donc, si jamais je me plante et que je ne mets pas le bon attribut, je mets celui de MVC sur ma méthode ici, bah, ça ne va pas marcher. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la tuyauterie derrière, c'est pas la même. En gros, ils ont fait, pour nous développeurs, on a le même aspect. Si je suis en MVC ou si je suis en Web API, je peux faire la même chose. Je peux avoir une action qui va être sélectionnée grâce à un attribut particulier, un HTTP GET par exemple. Mais derrière, lui en interne, ce ne sera pas le même type qu'il va utiliser. C'est vraiment deux branches séparées. Tant que j'y pense, parce que je voulais vous le montrer, super poster, que vous pouvez récupérer, si ça vous intéresse bien évidemment, sur le site d'ASP.NET. En gros, il présente toute la tuyauterie. Donc, quand vous avez une requête HTTP qui va arriver, donc on voit d'ailleurs tout en haut, enfin non, on voit vraiment pas là, je vais vraiment zoomer. Hop. On voit dès le début la petite séparation sur est-ce qu'on est hosté avec ASP.NET ou est-ce qu'on est self-hosté, donc le coup de faire mon petit listener HTTP moi-même, jusqu'à toutes les étapes qui vont traverser, donc ce qu'on appelle les handlers, la sélection du contrôleur, donc avec la factory, le truc dont je vous parlais, la sélection de l'action, donc avec ce petit attribut HTTP GET, les filtres d'action, on en parlera peut-être aujourd'hui, et le modèle binding, on va en parler aussi. Bref, vous avez vraiment ce poster-là qui récapitule toutes les étapes qui sont traversées, c'est super intéressant, et je vous mettrai ça dans les ressources à la fin, ou à dispo plus tard. Voilà, on va continuer un petit peu, puis on va se dépêcher, surtout. Il y avait une deuxième action qui était intéressante, dans le template de base, c'était pour récupérer un seul item. D'ailleurs, si je regarde ma route ici, on voit que j'ai un deuxième paramètre qui est le paramètre ID. C'est-à-dire que je peux, de base, avec cette route-là, avoir un template qui prend slash mon action, pardon, n'importe quoi, c'est pas le bon, effectivement, slash mon contrôleur, slash un ID. Dans mon cas, ça serait du coup une méthode qui serait capable de me retourner un produit, qui s'appellerait get également, mais qui aurait des paramètres différents. C'est-à-dire que si je fais ça, ça ne va pas marcher, parce que ce n'est pas valide en termes de C# déjà. Par contre, si je fais non pas ça, mais ça va marcher. Sachant que ce product ID là, il faudrait qu'il aille me l'extraire de la route. Donc en fait, je pourrais aller ici, changer cette route là, en créer une nouvelle, et lui dire qu'ici, le paramètre, c'est pas ID, ça change pas grand-chose, mais c'est important pour ce qu'on va retrouver dans la méthode derrière, mais c'est Product ID. Et lui dire qu'il n'est pas optionnel. Vous voyez, par défaut, en fait, on a la possibilité de dire que par défaut, l'ID, c'est 5. Donc, si jamais on ne le retrouve pas dans l'URL d'appel à l'API, il va prendre cette valeur par défaut. De la même manière, on a ce truc-là qui dit optionnel. C'est-à-dire que s'il n'est pas, elle ne le passe pas. Donc, de l'autre côté, si c'est un type nullable, il va passer nul. Sinon, il ne va pas marcher. Voilà. J'ai la possibilité de faire ça. Et donc ici, d'avoir ma méthode get avec un product ID. C'est super important d'avoir le même nom ici. C'est encore basé sur des conventions, d'avoir le même nom ici que là-bas. Si par exemple, je n'avais pas fait cette route-là, que j'avais gardé uniquement celle-ci, le paramètre s'appelle ID. Or là-bas, je l'ai nommé product ID, ça n'aurait pas matché. Et donc ici, on va faire tout simplement, enfin non, on va pas faire tout simplement d'ailleurs, on va faire un truc intéressant. On va récupérer notre product dans notre service. Hop. Et puis, si on ne trouve pas, on ne renverra rien. On va retravailler ça bientôt. Sinon, on va renvoyer notre produit. Voilà. Si je teste ça, alors je vais juste vérifier que j'ai bien décommenté ma route, sinon ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, si je teste ça, je peux faire product /2.
ça ne marche pas, j'ai dû zapper un truc. J'ai pas lancé mon site, forcément. Je la relance. Voilà, ça marche un petit peu mieux. Et il m'a bien récupéré mon produit 2. Voilà. Donc c'est très simple. On a juste des actions. Une action, elle réagit à un verbe. Elle prend éventuellement des paramètres. On va voir que ces paramètres sont issus de l'URL ou pas. Et elle retourne une réponse. Et cette réponse-là, c'est un objet brut. Mais ce n'est pas forcément un objet brut. En fait, ici, j'ai choisi de retourner un product. Mais il y a un truc qui me gêne. Il y a des concepts en programmation où on dit que nul, c'est pas forcément juste. Dans notre cas, si jamais je refais ça, voilà, ça se lance. Admettons que je mette un ID qui n'existe pas dans ma collection ici. Je l'exécute, il me retourne un 200. Pourtant, il n'y a rien. C'est pas pareil. Moi, dans mon API REST, en termes de conception, si je retourne nul comme ça, c'est pas terrible, parce que c'est pas juste. C'est pas nul ce qui a été trouvé. Ce qui a été trouvé, c'est rien, parce que le produit n'existe pas. Donc en fait, j'aimerais bien lui retourner un 404, un not found. Donc ici, je pourrais très bien faire un new HTTP response message, hop, et lui dire status code, voilà, not found. Par contre, en faisant ça, c'est dommage, mais je dois perdre ça. C'est-à-dire qu'ici, je vais devoir mettre HTTP response message, hop, voilà. Et du coup, si je fais ça, je ne peux plus faire ça. C'est un petit peu chiant. Donc, ce qu'on peut faire, à l'inverse de ça, c'est utiliser des méthodes qui sont assez intéressantes, qui sont toutes récentes, et qui simplifient un peu les choses, c'est de se dire, ici, je vais faire un not found, et ici, on a bien trouvé un produit, donc je vais faire un OK. Mais mon OK, je vais lui donner un produit. En fait, c'est une méthode générique. Ça, c'est des OK, vous voyez, ça a des types assez spécifiques. OK, negotiated content result, c'est quelque chose qu'on va pouvoir tester facilement dans des tests unitaires. En fait, si on regarde ces deux méthodes-là, si ça veut bien me le décompiler, voilà, dépêche-toi. Forcément, je vais bouger, hop. Donc on a ce type-là. Et toutes ces méthodes, en fait, elles renvoient des types qui implémentent une même interface, HTTP Action Result. Du coup, ici, je peux venir tout simplement mettre ça. Et j'ai quelque chose de commun. Si je reviens là, alors, si je relance mon site, voilà, je reviens là, je fais ça, je ne vais plus avoir nul, je vais avoir un 404, ce qui est vachement différent, et ce qui est vachement mieux pour le coup. Vraiment, nul, c'est pas la même chose que rien. Enfin, c'est pas pareil. Conceptuellement, c'est vraiment pas la même chose. À l'inverse, si jamais je mets un produit qui existe ici, je vais toujours avoir ma réponse 200 et je vais toujours avoir mon produit à l'intérieur. Donc ça, c'est les méthodes de base dont je parlais sur la classe API Controller. Et c'est super intéressant pour des tests unitaires. On va passer aux tests unitaires en vitesse. Si jamais je veux tester mon contrôleur product, ça va devenir super simple à utiliser parce que même si je ne retourne plus un type métier ici, je retourne quand même quelque chose qui est très simple à manier. Et encore, là j'ai choisi de l'utiliser, mais je ne suis pas obligé. Je peux des fois retourner toujours une collection de produits. Et c'est pas gênant de mixer les deux. À savoir, juste, j'aurais pu ne pas faire ça, ne pas utiliser ça, continuer à retourner un produit et aller bidouiller dans la réponse. C'était un statut, un code à la main dans le statut de la réponse, mais bon, je suis pas trop fan de l'approche de cette approche-là. Je préfère celle-ci. Je vais faire 2-3 petits tests unitaires pour ça. Alors, je ne sais jamais avec MSTest et test méthode. Ouais. On va faire 2-3 petites méthodes, genre ça. Bon, on va faire même que 2 d'ailleurs, ça suffit. Ça et get non-existing product. Hop. Je vais prendre mock. Vous faites des tests unitaires généralement dans vos projets? C'est du budget. Ah,
Voilà. Vous en faites en webform, par contre, pour ceux qui font du webform? Pardon, excusez-moi. Hop. Donc, si vous ne connaissez pas Mock, si vous ne faites pas de test unitaire, c'est dommage. Mais c'est un outil qui est assez génial. Hop. En fait, qui nous permet, sans avoir à créer des implémentations bidons pour les trucs, de simuler facilement le retour d'une méthode. En l'occurrence, moi là, j'ai envie de dire que ma méthode getProduct, elle va me retourner un produit. Donc je vais créer une nouvelle liste de produits avec un seul produit. Mais disons que je n'ai pas à déclarer mon type, je peux faire tout en inline comme ça. Puis je peux lui mettre un ID. Et du coup, après, je vais pouvoir instancier mon contrôleur. Donc ça, c'est le gros avantage de MVC et de Web API. C'est qu'en 2 secondes, vraiment, voilà, je peux créer mon contrôleur. Je sais qu'il a besoin d'un product service, donc je peux lui filer. Alors, je peux lui filer en faisant un peu moins de bêtises. Hop, comme ça. Je peux lui filer. Et du coup, je vais pouvoir tester les appels à mes méthodes. Et, surtout, je n'ai pas à me prendre la tête avec la sérialisation. Est-ce que c'est du JSON, est-ce que c'est du XML, ce genre de choses. Je vais tester, là par exemple, que si je fais un get, que ça va être soit un résultat OK, soit un résultat not found. Et si c'est un OK, je vais tester l'objet qui est dedans. Donc là, en l'occurrence, je vais tester que c'est un objet qui existe bien. Donc je vais faire ça. Product controller, un get, je lui passe un ID, je vais caster ça en OK negotiated content result de product. Donc en fait, c'est le type qui était caché derrière là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc automatiquement ici, j'ai plus qu'à faire mon assert. Et je vais aussi vérifier que le produit qui m'a récupéré, il est bien. Donc hop, content.id. Voilà. L'autre test, il est super simple, ça va être la même chose. Donc ça, il ne faut pas le faire normalement, il ne faut pas copier-coller des trucs dans les tests. Les gens qui font des tests, ils vous le diront. Sauf qu'ici, je ne vais pas tester que c'est un OK negotiated content result, parce que ça doit être un not found result. Donc, comment je vais faire ça? Je vais faire la variante. Pardon. Is instance of type. Not found result. Voilà. Et là, j'ai fait mes 2 tests unitaires. Et ce qui est vraiment bien avec Web API par rapport à d'autres technos, c'est qu'ils sont super simples, mes tests. Je ne me prends pas la tête avec de la tuyauterie ou ce genre de choses, vraiment de la sérialisation et autres. J'ai vraiment juste testé du métier ou quelque chose de concret. J'ai mon contrôleur, j'ai pu lui injecter, ou en gros tirer parti de l'injection de dépendance pour lui injecter mon mock de product service. J'appelle sa méthode et je récupère certes pas un objet métier ici, mais si j'avais appelé la méthode get qui m'a envoyé une liste de produits, j'aurais récupéré un objet métier. Mais en tout cas, je récupère des abstractions qui sont super simples et qui me donnent des infos sur le type de réponse. Est-ce que c'est un 200, est-ce que c'est un 404? Et je ne me prends pas la tête avec la représentation de l'objet. Donc si je lance mes tests, si je ne me suis pas planté, et si j'ai pas mis de bug tout à l'heure, normalement ça devrait marcher. Ouais, voilà. Donc j'ai bien mes 2 petits tests qui passent. Et ça, c'est un gros avantage de Web API. Alors je vais tracer un petit peu parce que je tarde. On a regardé que des get pour l'instant, on va regarder un peu des posts, parce que c'est super important de pouvoir faire des posts. Comme d'habitude, je pourrais l'appeler ajouter produit et mettre un HTTP post dessus, ça marcherait aussi. Je vais y aller progressivement, celui-là, pour vous parler d'un point important qui est le passage de paramètres dans l'URL. Hop. En gros, pour créer un produit, j'ai besoin, si vous vous rappelez de la structure de mon produit, j'ai besoin d'un nom. Et éventuellement de l'information, est-ce que c'est un produit mis en avant ou non. L'ID, je pourrais le passer, mais j'en ai pas besoin. On ne va pas empêcher de le passer ici. De toute façon, il est reseté derrière. Pour récupérer ces infos-là, je ne vais pas les passer dans l'URL. Si vous connaissez un peu HTML, en post, en général, on ne passe pas trop de trucs dans l'URL, on préfère les passer en body. Comment ça marche avec Web API? En fait, tout dépend du type de données. Admettons ici,
je veux récupérer le... Qu'est-ce que je veux récupérer? Bon, on va commencer avec le nom du produit. Je veux récupérer le nom du produit. Non, on va en faire plus simple. On va pas faire un cas, mais ça vous aiguillera peut-être mieux. C'est totalement fictif. Je n'ai pas lui passer de product ID, mais à votre avis, si je fais ça, je lance, hop, forcément j'en ai beaucoup à force, hop, donc j'ai créé mon API, cette fois-ci elle a réagi au post. Post, où est-ce qu'il est? Merci. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour récupérer mon product ID? Logiquement, je vous ai dit, le post, on le fait en passant des données dans le body. Donc logiquement, il faudrait que je le passe dans le body. Premier truc important sur les posts, c'est de mettre un content type. Super important. Je crois que j'avais fait la boulette à la démo de la dernière fois. Soit du JSON, soit du XWE, form encoded. Je vais juste vérifier parce que je ne suis pas sûr de mon coup. Est-ce que c'est ça? Non, est-ce que c'est ça? Ça a l'air pas mal. URL encoding? Non, bon. On va tester celui-là et on verra si ça marche. C'est peut-être URL encoded, effectivement. En gros, cette représentation-là, vous savez, c'est celle qui est du mode name égale machin et name égale machin et name égale machin. Donc j'ai un ID. Est-ce que je lui passe 4? Si je lui passe 4, que je poste, qu'est-ce qui se passe ici? Il me récupère 2, c'est normal parce que j'ai laissé mon 2 traîner dans l'URL. Si je la refais, hop, je lui passe 4, j'ai quoi? J'ai un 405. Il me dit la ressource ne supporte pas le post. Donc il y a visiblement un petit problème, c'est qu'il ne m'a pas trouvé le bon chemin pour accéder à ma ressource, ici. Parce que lui, il s'attend peut-être à avoir ça dans l'URL, tout simplement. En fait, de base, Web API, il a des supports différents selon le type d'argument de ses méthodes. C'est-à-dire que quand on a des types primitifs, int, double, ce genre de choses, il va, dans tous les cas, les chercher dans l'URL et pas dans le corps de la requête. Ici, si je veux qu'il aille chercher mon product ID dans le corps, il faut que je lui dise explicitement. Même si c'est un post, j'ai besoin de lui préciser. Je dois lui dire from body. C'est super important. Par contre, ça dépend des types. Si je veux lui passer directement un product, c'est un type complexe, et ben il va aller me le chercher automatiquement dans le body. Mais c'est pas forcément vrai dans tous les cas. Je peux quand même aller lui dire d'aller me le chercher dans l'URL. Ça devient super bizarre, mais je pourrais très bien faire ça. Et ici, aller dans mon URL, lui mettre alors un name égale test et feature égale true. Je pourrais faire ça. Et là, grâce au from URI, il est capable d'aller me réhydrater l'objet product et me le construire avec ces deux valeurs-là. C'est possible. Donc, c'est un problème assez courant. C'est que de base ici, quand on a des types simples, ils sont passés dans l'URL et jamais dans le body, sauf si on le demande explicitement. Deux petites choses encore pour finir avec ça. Les strings, c'est considéré comme un type simple et pas comme un type complexe. Donc en gros, ça n'a rien à voir avec le côté type référence, type valeur. C'est-à-dire que les strings de base, elles vont être cherchées dans l'URL et pas dans le body. Il faut lui préciser explicitement from body. Et les structures, la même chose. De base, elles sont considérées comme body et pas comme dans l'URL. Donc c'est pas référence valeur, c'est un autre mécanisme un peu bizarre. Voilà. Donc ici, pour faire mon post, si je lui passe un product comme ça devrait marcher directement. Et ici, je pourrais hop, faire l'ajout, mon add product. Puis je voulais le retourner, donc hop, faire mon return OK, en lui passant ça. Je vais enlever ça parce que je suis quand même pas sûr de mon coup sur la forme de ça. Je vais mettre un application JSON, ça sera plus simple.
Hop, mais ici, si je fais mon post, je vais enlever tout mon bazar là-bas aussi. J'avais ma propriété name. Hop, on va appeler ça mon produit. Je fais mon post, j'arrive bien ici, et j'ai bien retrouvé mon objet avec sa propriété, mon produit. Donc automatiquement, il va me le créer. Je peux le vérifier, j'appelle l'autre. Là, c'est un get, j'ai pas le droit de mettre body, j'ai fait un get. JSON, hop, j'ai bien mon produit ici qui s'est ajouté. Voilà. Deux petits mots sur la validation des modèles. Comme en MVC, en Web API, on peut bénéficier de la brique du modèle binding. C'est-à-dire que quand il va restaurer mon produit ici, c'est-à-dire transformer des paramètres qu'il a glanés dans le body ou dans l'URI, selon ce que j'ai choisi, il fait appel à un mécanisme qui s'appelle le value provider et ensuite à un mécanisme qui s'appelle le model binder. Et ce mécanisme-là, il est capable d'introspecter un peu le modèle afin de repérer des data annotations. Donc vous savez, c'est ces petits attributs-là qui permettent de spécifier des règles sur certains champs. Par exemple, ici, je peux dire qu'un produit, pour exister, il doit obligatoirement avoir une propriété name. Donc ici, tout comme en MVC, je pourrais dire que si mon model state n'est pas valide, je peux retourner, je peux envoyer bouler l'utilisateur. Alors soit je lui donne des détails sur pourquoi est-ce que c'est pas valide. Donc response message, je crois que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Alors je ne sais plus comment ça marche. HTTP response message. Hop. Il n'y en a pas une qui prend un truc. Bad request. Ah voilà. Soit je fais ça, et donc ça va faire une réponse bad request à l'utilisateur, et comme je lui ai filé le model state, ça va automatiquement choper les résultats de la validation qui a été faite à partir des attributs de validation, et ça sera exposé. C'est un mal pour un bien, tout dépend, donc on va tester ça. Soit je peux l'envoyer sans message d'erreur, l'envoyer bouler. C'est d'ailleurs ce qu'on voit assez souvent sur les API, on n'a pas vraiment de message d'erreur. Donc si je teste la création d'un autre produit ici, hop, je ne sais pas ce que ça va faire si je lui passe un objet vide, on peut essayer. Ça vient d'où? Hop, mon modèle il est bien considéré comme pas valide, puisque je n'ai pas passé de name. Donc du coup, il m'envoie bouler avec un bad request. J'ai bien mon erreur 400 ici. Et quand je regarde la réponse, en JSON, je retrouve bien ici un petit truc qui me dit que ma requête n'est pas valide, et surtout le détail qui me dit que le champ name est requis. Donc il a su, à partir de mes attributs, exactement comme en MVC, il a su me générer cette réponse-là. Donc ça, c'est le modèle binding. Voilà. On va continuer avec le slide, parce que je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses. Hop. Si le slide veut bien revenir, voilà. La négociation de contenu. Donc, je vous l'ai montré un peu avec Fiddler, on en a parlé. On a vu que ça se basait sur les entêtes accept d'un côté pour choisir un formateur de données, donc par exemple JSON ou XML, pour générer une réponse. Derrière, comment ça marche? En fait, la Web API, elle utilise plusieurs services. Un de ces services, c'est le Content Negotiator. Lui, on lui passe une requête, un modèle, et surtout une requête en fait, et il va nous filer un Content Negotiation Result. C'est-à-dire qu'il est capable, à partir de la requête, il va faire tout le travail de prendre l'accept, de prendre la liste des formateurs supportés, de regarder le poids de chaque accept et de déterminer le bon formateur à utiliser. On va voir comment ça... On va reprendre en fait ce qu'il fait en interview, on va essayer de le refaire nous-mêmes. Des formateurs, il y en a 4 ou 5 de base, je n'ai pas su tous vous les dire, on va dire qu'il y en a 5. Il y en a un dont je les appelle non. On peut en créer des nouveaux, en fait, soit, c'est assez étrange d'ailleurs, c'est pas une interface, soit on hérite de cette classe-là, soit on hérite de cette classe-là. En gros, celle-ci hérite de celle-ci, et celle-ci nous rend la tâche synchrone, alors que celle-ci travaille en asynchrone. Le principe, c'est simple, on a en gros deux propriétés, est-ce qu'on peut sérialiser, est-ce qu'on peut désérialiser, lis-moi le flux et transforme-le dans tel objet, ou prends tel objet et écris-le dans le flux. En gros, c'est ça. Hop. On va regarder ça. Alors,
déjà, le Content Negotiator, donc en fait ici, on a un objet configuration à partir du moment où on est dans une classe qui hérite de API Controller. Et on va avoir un truc services et un get, j'ai dit que ça s'appelait comment? Content Negotiator. Voilà. Okay. Hop. Pardon. Lui, il a simplement une méthode negotiate. Comme je vous le disais, il est capable, à partir de notre type de résultat, de notre requête pour avoir les requêtes accept, et surtout de la collection de formateurs qui est supportée par notre site, de déterminer le meilleur résultat à utiliser. Content negotiation result. Donc on va lui passer tout ça. Nous, on veut lui formater un i enumerable de product. Voilà. La requête, bah, c'est request, a priori. Et les formateurs, bah, c'est configuration.formators. Hop. On va mettre un petit point d'arrêt ici. On va déjà vérifier ce qu'il fait. On lance ça. C'est un get que je veux faire. On va enlever ça. Je vais lui mettre XML ici pour changer un peu. J'ai mon objet ici. Il m'a choisi, logique, un formateur JSON quand je demande du XML. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai pas mis l'accept, donc je me suis planté. Voilà, j'ai pas changé le bon header. Donc, comme quoi, preuve par l'exemple, il utilise bien le header accept. Voilà, je refais mon get. Hop. Et cette fois-ci, j'ai bien mon XML MediaType formateur. Voilà. Une fois qu'il a ça, une fois qu'il a ça, en fait, il construit en interne, donc on ne va pas le faire, mais il construit des HTTP message response, ou response message plutôt. Response message. Hop. Sachant que eux, elles ont un content. Que pour créer un content, je le montre quand même parce que ça sera intéressant quand on parlera d'un autre truc après. Lui, il va utiliser donc, alors normalement il est générique. Hop. Donc lui, il va prendre notre contenu à sérialiser, donc c'est le résultat de cette méthode-là, et un formateur. Et mon formateur, je l'ai de là-bas, en fait, de ma négociation de contenu. En gros, c'est ça qui se passe ici quand on a un return. Derrière, la classe API Controller, elle fait ça. Elle fait la négociation de contenu. Une fois qu'elle a le résultat de ça, elle va prendre ce qu'on a renvoyé ici, elle va créer une réponse, créer un objet, lui filer l'objet à sérialiser et le formateur à utiliser. Et elle va envoyer, et ça va automatiquement envoyer le message dans la réponse. Voilà, pour la négociation de contenu, en gros, comment ça marche en interne. Un petit exemple rapidement pour... pas d'exemple rapidement, puisqu'on n'a pas trop le temps. Créer un formateur, donc on dérive de buffer de media formateur, il y a une méthode à implémenter, ça va super vite. Pour enregistrer des nouveaux formateurs, c'est très simple. En fait, toujours dans ce fichier de configuration, ici, on peut aller ajouter les choses. Et par exemple, créer un nouveau formateur. Donc on voit ici qu'il y a des formateurs existants, mais si j'avais fait ma classe qui hérite de buffered mediatype formateur, eh ben, je pourrais faire mon new ici et ça l'ajouterait automatiquement à la collection. Hop. Super long à chaque fois. Le routage par attribut, ça c'est super important. Vous avez vu là, dans les exemples, je devais créer mes routes dans le fichier web API config. Quand on a des applications un peu plus grosses, ça devient vite le bazar à maintenir, parce qu'on se retrouve avec une table super complexe. Et au-delà de ça, on a des contrôleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, où on est assez limité. À moins de jouer avec des HTTP GET et autres, on se retrouve, si on veut un contrôleur avec beaucoup d'actions, beaucoup de verbes HTTP supportés, ça devient super compliqué à faire le lien entre la table de routage et notre contrôleur, c'est pas pratique. Pour changer ça, il y a quelqu'un de la communauté qui avait proposé une évolution intéressante, c'était de finalement utiliser des attributs qu'on place sur les actions afin de spécifier le chemin utilisé. Par exemple, ici, ma méthode get, plutôt que de faire ma route dans la table de routage, eh ben, je la décore d'un attribut route, je lui donne le chemin utilisé, donc API V1 machin, dans mon cas, products, et ça va automatiquement faire le lien. Plus besoin d'aller le mettre à la main dans la table de routage. Ça supporte aussi, bien évidemment, les paramètres, comme ici, j'ai un product ID,
ça supporte les contraintes. J'en ai pas parlé, mais c'est comme un MVC. Quand on a un paramètre dans une route, on peut le forcer à ce que ça soit un entier, ou une date, ou autre. Par exemple, ici, je dis que mon product ID, ça doit être un entier. Donc c'est vraiment cette syntaxe accolade là qui fait la délimitation de mon paramètre. Pour activer tout ça, la méthode map http attribute route, elle est de base présente dans le fichier de configuration. Et en gros, à partir du moment où je vais utiliser ces attributs-là, eh ben, ma table de routage, j'ai plus rien à lui mettre dedans. Donc c'est toujours pas ce fichier-là. Ce que j'avais fait là, hop, je peux l'enlever. Je peux finalement ne garder que ça. Et ici, je peux venir décorer mes routes, mes actions, pardon, avec mes routes. L'exemple intéressant de ça, c'est quand on doit gérer deux versions d'API. On se retrouve avec des tables de routage mais super complexes, alors qu'en utilisant le routage par attribut, on va voir que je peux simplifier les choses au niveau du contrôleur. C'est-à-dire qu'ici, j'aurai ça. Là, j'aurai la même chose, mais avec l'info sur le product ID à utiliser, avec ma contrainte. Et là, j'aurai encore la même chose, mais je vais me limiter à product. Je vais rien mettre derrière. Si je fais ça, ça va marcher comme avant. Sauf que pour moi, en termes de maintenance, quand je vais avoir ma table de routage qui grossit, je ne vais pas me prendre la tête à me retrouver à éditer un fichier qui est méga grand, même si derrière on peut bricoler pour aller charger depuis une base de données ou depuis des fichiers XML. Je ne vais pas me retrouver à devoir maintenir ça, je vais pouvoir aller maintenir contrôleur et action par action. Hop, je fais ça, forcément ça ne marche pas, qu'est-ce que j'ai fait? Mon URL elle a changé. C'est-à-dire que là j'ai rajouté un V1, donc API V1 product. Hop, je passe bien là. Donc ça marche comme avant, mais j'écris plus mes routes de la même manière. Là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on a la possibilité de venir donner des préfixes au niveau d'un contrôleur. C'est-à-dire qu'ici, vous avez vu, toutes mes actions elles commencent par API V1 product. Donc plutôt que de me le réécrire à chaque fois, je peux aller le mettre là. Pardon, je peux aller le mettre là. Ici, j'ai rien à rajouter derrière, donc je mets rien. Ici, je vais avoir un product ID en plus. Et ici, j'ai rien à rajouter derrière, donc je mets rien. Mais j'aurais pu. Si par exemple, je veux récupérer le détail d'un produit, je pourrais faire un slash product ID, avoir une autre méthode ici, hop, slash detail, par exemple. Ça serait possible. Et il sait combiner automatiquement ce préfixe-là avec ça. C'est super pratique, effectivement. Bon, je le relance rapidement, mais je pense que vous me croyez sur parole. Hop. Je relance ma requête, forcément ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Effectivement, merci. Par exemple, là, il n'y a pas besoin de rajouter le slash? Non. Il le rajoute automatiquement? Ouais, il est assez intelligent sur ça. Je sais de quoi je voulais parler aussi. Les contraintes, là, int, il y en a une liste d'une dizaine de bases. C'est extensible, c'est-à-dire que comme les contraintes MVC ou les contraintes de route classiques qu'on peut utiliser, on fait une classe qui hérite d'une interface qui s'appelle iHTTP route constraint ou un truc comme ça. Donc on implémente notre contrainte qui sait prendre une requête et qui sait valider ou pas le respect de la contrainte, comme c'est fait ici. Et derrière, on peut l'enregistrer avec un petit alias qu'on pourra utiliser toujours dans l'attribut par routage. Ça reste possible. Hop. Voilà, ici ça marche toujours. J'ai toujours, alors je voulais du XML, donc j'ai toujours bien ma liste de produits en XML. Voilà. On revient ici. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté de Web API 2. Ça existait avant, mais ce n'était pas inclus au package officiel. Là, ça y est vraiment directement. Mais c'est vraiment génial. Pour l'écriture d'une API, c'est super top. Pour la maintenabilité. Avant de passer à la suite, je voulais parler un peu du client. Web API, depuis un petit moment, ça vient aussi avec une librairie cliente pour dialoguer avec une API REST. C'est-à-dire qu'historiquement, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais normalement, on fait des web requests ou des HTTP web requests avec les begin, get response et autres. On a cette syntaxe qui est un peu lourde, qui avait été vachement simplifiée avec l'arrivée de async await, mais qui n'est pas simple, surtout quand il s'agit de désérialiser des objets. Parce qu'en gros, il faut à la main choper le stream de la réponse, aller choper un désérialiseur, donc ça dépend du format qu'on utilise, lui passer les trucs, et au final, ça fait en tout cas, au final, sur un projet, on se retrouve à faire une grosse couche d'infrastructure en début de projet. Et finalement, le client de Web API va nous masquer tout ça. Il va nous rendre l'écriture d'un code client possible
très proche du code serveur. On va voir ça. Donc c'est dans un paquet Nugget qu'il faut ajouter, qui est très simple, qui contient en gros un tronc commun à Web API Server et Web API Client, plus une classe super importante qui est la classe HTTP Client, qui est celle qui va permettre de tout faire. Même modèle que le code serveur, ça c'est ce que j'ai dit. En gros, si vous prenez le poster dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a tout un passage sur des handlers de requêtes et de réponses. Ça nous permet vraiment de descendre profondément dans la gestion des messages client-serveur. C'est le même modèle qu'on peut utiliser ici quand on écrit du code serveur que du code client. Donc on n'est pas, le développeur, encore une fois, n'est pas perturbé quand il va écrire son implémentation, peu importe le côté. Et enfin, dispo Windows 8 et Windows Phone. Pour ceux qui ont déjà fait du dev Windows 8 ou Windows Phone, vous savez que les frameworks de base sont limités. On n'a pas forcément accès à toutes les librairies. Celle-ci est disponible. D'ailleurs, en général, tous les développeurs Windows 8 ou Windows Phone l'utilisent, parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Et à l'usage, voilà, donc un petit exemple, je vais faire la démo aussi rapidement. Surtout que celle-ci n'est pas forcément représentative. En gros, en 2 mots, l'HTTP client dont je parlais, on lui file l'adresse de base de notre service. On va taper sur une URL relative, donc qui est celle de l'API qui nous intéresse. C'est compatible à Syncawait, bien évidemment. Automatiquement, on a une réponse, et cette réponse-là, si vous vous souvenez, quand j'ai utilisé le Content Negotiator Result, là, Negotiation Result, j'utilisais un object content après, et bien ici on va finalement retrouver la même structure, mais qui contient des méthodes pour désérialiser automatiquement un objet. C'est-à-dire que là, lui, il va savoir faire la sélection du bon formateur, mais pour désérialiser l'objet. Donc là où on s'en servait pour faire la sérialisation ou la désérialisation serveur, on va retrouver le même principe côté client. Alors, hop, je vais me faire. Alors ça marche dans tout. Je vais faire une appli console puisque la démo Windows Phone ça va être. Cela dit, décidé d'être dans tous les cas, mais la démo Windows Phone ça risque d'être un peu long. Hop. Donc, je vous ai parlé d'un package Nugget. Globalement, tout ce qui est Web API, d'ailleurs, c'est dispo soit sous la forme d'un bundle qui contient à peu près tout, soit sous la forme de petits paquets séparés sur certains éléments dont on a parlé aujourd'hui. Ça, c'est le truc dont je vous parlais avant pour faire l'attribut routing, quand ce n'était pas encore inclus dedans. Ça, on va en reparler. Le reste, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais en gros, il y a encore beaucoup d'autres features qui sont splittées comme ça. Nous, là, c'est ça qui nous intéresse, la partie client. Voilà. Donc c'est compatible à Syncawait, je vous l'ai dit. Hein. Hop. Et donc je vous ai parlé de la classe HTTP Client. Et en fait c'est ça qu'on va utiliser. Alors, la première chose à lui faire, on l'a vu dans le slide, c'est de lui passer une adresse. Donc ça doit être, c'est une URI. C'est une URI. Ok. Donc ça va être l'adresse basique, celle avec mon port et mon host ici. Hop, je vais la prendre, je vais la mettre là. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir aller requêter mon API. Par exemple, si je veux choper la liste de mes produits, c'est assez similaire à ce qu'on avait dans le slide. C'est-à-dire que je vais faire un await, toujours super important. On va avoir des get. On voit qu'il y en a plusieurs, intéressants d'ailleurs. Je peux soit récupérer un objet qui va être capable de me désérialiser l'objet, soit récupérer le flux de la réponse, soit récupérer la réponse sous la forme d'une chaîne de caractères. Si on a le temps, on verra les requêtes batch et on verra à quoi ça sert le reste. Ici, je vais lui filer finalement la partie relative de mon API, donc c'était API V1 Products. Et le reste, on n'en a pas besoin a priori. Une fois que j'aurai ça, je vais pouvoir aller récupérer la partie content et donc lire l'objet que j'aurai reçu. Donc en l'occurrence, moi, ça sera une collection de produits. Forcément, il faut que je crée une classe produit, donc je ne vais pas m'embêter, je vais aller la reprendre.
si j'ai pas fait de bêtises, si j'en ai fait une, de base, l'HTTP client, il a un truc qui est pas top, c'est que sa collection d'accept, elle contient pas un accept qui serait reconnu par notre API. Donc je vais lui en ajouter un qui va lui permettre d'être utilisé. On fait quoi? On va faire du XML. Accept. Hop. Donc application. XML. Voilà. Je vais juste vous rappeler ça au cas où. Hop. Voilà, c'est presque fini. Résulte. Je suis bien. Il faut que je lance forcément mon site à côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Un petit truc qui m'ennuie, c'est qu'il me souligne ça, que c'est pas bon signe, j'imagine. Bon, on va débugger. Hop, hop, hop. Ah, ok, en fait, c'est pas en erreur, j'ai oublié de mettre ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Expecting un petit problème de désérigraphe. Alors forcément, j'ai choisi le seul qui est relou à désérialiser. Voilà. Donc là, forcément, ça marche mieux. J'ai bien mes deux produits qui sont envoyés. Juste pour avant, en fait, quand on fait une sérialisation XML, il rajoute automatiquement un namespace sur le nœud racine. Et en l'occurrence, le namespace qu'il a ajouté, c'était Web Application 3.product. Alors qu'ici, mon produit dans lequel j'essaye de le désérialiser n'a pas le même namespace. Donc j'aurais pu bricoler pour le faire. J'ai juste changé ici le type de header accept. Voilà. C'est possible de faire ça. C'est possible aussi de faire des posts dessus. On va peut-être faire un petit exemple rapido. Si je veux faire un post, ça va être la même chose. Hop, post. J'ai plusieurs méthodes. On voit ici la première qui me propose, c'est post async. La différence entre toutes, en fait, c'est que là, il me demande un media type formatter. Donc, encore une fois, ça va être pour sérialiser l'objet que je vais lui envoyer. Alors, en gros, ça lui permet de déterminer le content type aussi à mettre dans la requête post. On a des petits raccourcis qui existent et qui sont sympas. On peut juste lui filer l'objet et lui, derrière, il sait automatiquement qu'il doit faire de l'application JSON. Donc, la requête, c'est toujours la même. Ah, product. C'est ça, ouais. Et ici, je peux créer un nouveau produit. Alors, sachant que derrière, j'avais mis normalement dans ma réponse un truc qui me permettait de récupérer le produit qui venait d'être créé pour avoir son ID. Je ne vais pas l'exploiter ici. Je vais faire un nouveau produit. Je vais déplacer ça pour vérifier qu'il est bien créé. Et j'espère que ça va marcher. D'accord? Ah, merci. Hop, j'ai ma réponse, j'ai 3 produits, j'ai bien mon nouveau produit qui a été ajouté. C'est super pratique. Et lui, au fait, automatiquement, derrière, il me l'a sérialisé en JSON. Si j'avais voulu autre chose ici, j'aurais pu lui mettre du XML et ça aurait marché aussi. Voilà. Donc ça, c'est la partie cliente et c'est super pratique. Les slides, on va continuer. On va tout pile dans les temps, nickel. Ouais, presque fini. Les requêtes en mode batch. Ça, c'est une feature qui est super intéressante. C'est-à-dire que quand vous bossez sur des applis mobiles ou tablettes ou même des SPA, vous devez faire beaucoup de requêtes Ajax. C'est-à-dire que pour charger un écran, vous allez potentiellement utiliser 3 ou 4 API en même temps. Ou par exemple, lorsque vous créez une ressource, vous voulez automatiquement récupérer d'autres ressources liées à la ressource que vous venez de créer. Ce que vous faites généralement, c'est que vous faites une requête, vous attendez la réponse, vous faites la deuxième, vous attendez la réponse, etc. Le problème de ça, c'est que déjà c'est lent, parce qu'on fait plein de requêtes.
Et si vous ne faites pas très bien votre UI, ça peut donner des petits clignotements en fait, puisqu'on va avoir des trucs qui chargent d'un côté mais pas encore de l'autre, ou des loaders qui s'affichent et qui disparaissent. C'est des trucs qu'on voit couramment dans beaucoup d'applications. Pour ne pas avoir ça, ce qu'on peut faire, c'est prendre toutes les requêtes qu'on veut faire d'un coup, les envoyer, et dire au serveur, bah, vas-y, traite-moi tout ça et renvoie-moi les réponses. Par exemple, je pourrais faire un gros paquet, lui dire, crée-moi un produit, et renvoie-moi la liste des produits. Je mets tout ça dans la même requête HTTP, je l'envoie au serveur, le serveur, il ouvre ça, il prend les deux sous-requêtes, la création du produit et la récupération de la liste, et il les traite séquentiellement, et il me renvoie le résultat. L'avantage, c'est que j'ai qu'une seule requête, du coup, qui est passée sur le réseau, même si cette requête-là contenait deux sous-requêtes. Donc c'est les requêtes en mode batch. Comment ça marche en fait? C'est un simple post, sauf que le post en fait, il va être en mode multipart, mixte. C'est-à-dire que le body du post, c'est lui qui va contenir le code des sous-requêtes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, je vais trouver potentiellement un autre post qui sera séparé pour ceux qui connaissent déjà les multiparts, par un boundary, qui est ce que vous voulez, un nombre, en fait, un caractère délimitateur dans la requête, et en dessous, j'aurai mon autre get. Et lui, automatiquement, si on fait ça sur un point d'entrée spécifique dans l'API, il va voir que c'est tel content type, donc il va retrouver son multipart, et il va savoir lire les deux sous-requêtes, les traiter et constituer la réponse. Comment ça marche? En fait, il faut juste créer un handler spécifique au niveau côté Web API, on n'a que ça à faire. En gros, dans votre table de routage, vous allez ajouter une route un petit peu particulière. Donc c'est un map HTTP batch route avec un handler un petit peu particulier. Là, c'est un API /$ batch, mais on peut mettre ce qu'on veut. Et c'est le point d'entrée qui sera utilisé par les applis clientes. C'est-à-dire que l'appli cliente, elle fera un premier message qui sera adressé à cette adresse-là. Et chaque sous-message contiendra, par exemple, un post sur /API/v1/product, comme tout à l'heure, avec une sous-adresse. Ça va être un peu chaud, je ne vais pas faire les démos. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est une autre feature qui est super bien de Web API, puisque ça fait gagner vraiment beaucoup en ressources réseau. Dernier point, la documentation. Quand on fait une API et qu'on veut communiquer avec le public ou avec un partenaire, c'est super important d'avoir une doc qui est bien faite sur son API. Tout au début, j'ai choisi de créer un site web ASP.NET MVC et ASP.NET Web API, c'est pas pour rien. C'est parce que dans le template de base, il crée une area MVC qui va contenir une doc pré-générée pour mon API. En fait, dans Web API, il y a toute une classe et tout un mécanisme qui s'appelle l'API Explorer, qui est capable, à base de réflexion et à base d'introspection en regardant les routes qui sont disponibles, les contrôleurs qui sont disponibles, qui est capable d'aller choper toutes les actions, choper leurs paramètres, choper les formateurs qui existent, et qui est capable de pré-générer une documentation pour tout ça. Donc on va voir ça plus ou moins personnalisé. Hop. Donc en fait, ici, de base, il l'a déjà fait pour mon site. Je peux la customiser si besoin, mais si je vais dans la partie API, hop, il me propose finalement les API qui sont disponibles dans mon site. Donc moi, j'en ai qu'une ici, c'est l'API Products, et on voit que je supporte la méthode get ici. J'ai pas de doc, mais ça, en fait, le lien, c'est un lien qu'on peut créer avec de la documentation XML qu'on peut générer. J'ai un post et j'ai un autre get ici. Si, par exemple, je regarde le détail de celui-là, j'ai pas, encore une fois, si j'avais mis mes commentaires XML, ils seraient remontés là, mais je vois ça. Je vois, alors je sais pas pourquoi il m'a pas géré de sample. Hop. Voilà, ici, il m'a bien fait mon sample. Mon get sur ma liste de produits, il sait bien me dire qu'en JSON, ça va ressembler à ça. Ou en XML, ça va ressembler à ça. D'ailleurs, en regardant ça tout à l'heure, j'aurais vu qu'il y avait ce namespace-là et j'aurais vu pourquoi ça n'aurait pas marché tout de suite. Voilà, ça c'est super intéressant. Et donc, le lien avec la doc XML, en fait, il est assez simple à faire puisque automatiquement, hop, ici, si je viens... Si je viens faire ça, on récupère un produit. Voilà. En activant la doc XML ici, dans les paramètres de mon projet, build, je vais pouvoir lui dire d'utiliser ce fichier de documentation-là, et il va savoir faire le lien automatiquement avec les contrôleurs là qui sont dans son truc d'aide, pour aller remplir les bonnes cases aux beaux endroits.
Le seul truc, c'est d'aller ici, encore une fois, dans la configuration et de lui dire que son service de documentation, hop, il doit utiliser ça, donc je ne sais plus comment ça marche. C'est pas ça. Bon, je ne sais plus exactement comment ça marche, mais en gros, on a une méthode ici, je crois que je l'ai mise dans les slides. Voilà. En fait, j'ai chopé le documentation provider existant, mais en fait, il y a une méthode set documentation provider. On lui en file un en lui passant le fichier XML, et du coup, automatiquement, derrière, il saura me remplir les cases avec ce que j'avais mis comme commentaire sur mes méthodes et sur mes paramètres. Voilà. Donc, il est 9h. On a fait 1h30 tout pile, avec les questions éventuelles que vous auriez sur Web API. Je ne sais pas si ça a pu répondre à vos questions sur le sujet ou pas. Sachant que pour moi, il faut vraiment, ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, c'est un tour d'horizon de toutes les fonctionnalités de la plateforme. Ce n'était pas une formation, c'était vraiment vous montrer, en fait, si vous avez déjà eu à créer des API avec WCF ou directement avec ASP.NET MVC, vous avez dû trouver dans cette présentation des choses qui sont vraiment différentes de ce que vous avez déjà pu voir. Et je pense d'ailleurs même à beaucoup d'autres langages, autres que .NET. Donc le but ici, c'était de faire un comparatif et de vous suggérer d'utiliser Web API ou au moins de vraiment considérer l'option Web API pour vos prochains projets. Vraiment pas de questions ? J'ai juste une petite question par rapport au versionning des V1 Ouais. et V2. Donc, est-ce qu'on peut avoir deux méthodes, par exemple, dans un seul fichier avec les mêmes paramètres? Ouais, puisque avec les attributs de routage, en fait, il suffit juste que tu te fasses une V1, une V2, quoi. Dans le même fichier ou tu sépares? Dans le même contrôleur, c'est possible, ouais. Après, tout dépend du préfixe que tu as mis. Si tu as mis un API/V1 préfixe sur ton contrôleur, il faudra que tu viennes dans l'action en dessous écraser ce V1. C'est-à-dire que... Un get V1 quand même. alors, si elles ont les mêmes arguments, ouais, après, c'est les limitations de .NET, ouais. Bah, c'est du C# après, donc c'est pas... On reste limité à ça. C'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu vas créer de classes de contrôleurs? Tout dépend de ton cas. Après, si tu fais une V2, tu as peut-être des arguments différents. Si elles ont les mêmes? Si elles ont les mêmes, eh ben, tu peux jouer sur le nom. Et tu sais, avoir un HTTP GET dessus et faire un GET machin, avec un nom un peu différent comme ça. Tu restes bridé aux limitations de C#. En gros, ici, je pourrais très bien avoir ce API V1 product et je sais pas si j'ai ma V2 qui apparaît ici. Je pourrais faire ça et venir écraser la route de base en faisant un API V2 product. Ça marcherait comme ça. Et là, ça écrase? Et là, la route qui sera utilisée, ce sera celle-là. L'autre, celle-ci reste potentiellement appelable, mais celle qui sera la route là, ce sera celle-là. Comment Celle-là. celle du dessus n'est pas vue? En fait, c'est la seule des deux, là, c'est ça, quand même? Pardon ? Là, il y a la route préfixe, quand même, là. Ouais, mais non, parce qu'en fait, là, comme j'ai mis un tilde, Ouais, voilà, c'est ça qui écrase le route préfixe. Ok. Et si on met juste la méthode get et qu'on en met une avec HTTP get par exemple, c'est lequel tu vas choisir entre les deux? Pardon, je rentre un peu dans le détail. Mais... Comment ça ? Le get, la méthode get par défaut, c'est elle qui est utilisée par défaut. Mais si on en met une autre, par exemple get, on marque récupérer et qu'on met un attribut HTTP get. Sur celle-là, que tu auras une get à côté, je pense que ça va dépendre de tes routes et de tes attributs. Si tu as exactement les mêmes attributs entre les deux, je ne connais pas la priorité, mais j'aurais tendance à dire que c'est l'action name selector qui prime. D'accord. Mais il faudrait faire le test ou regarder comment c'est fait à l'intérieur. Pas d'autres questions ? Bon, ma foi. Juste pour les petites ressources, si ça veut bien. Voilà. Donc comme d'habitude, ASP.NET/Web API, si vous ne connaissez pas, il y a comme ASP.NET/MVC, il y a surtout ASP.NET/Web API où il y a vraiment beaucoup de choses, de documentation intéressante. Le blog juste en dessous, c'est celui de l'équipe de développement web de Microsoft. Donc si vous voulez vous tenir un peu à jour sur ces sujets-là, il y a des articles très régulièrement sur beaucoup de choses. Et en dessous, c'est mes blogs à moi, mon blog SOAT et mon blog perso développeur, on va dire. Et le bouquin, j'avais déjà parlé la dernière fois, que j'ai eu l'occasion de coécrire
une collègue. Voilà, merci beaucoup.